Bonsoir. Le premier tour des municipales aura lieu lundi, probablement dimanche 15 mars. On aura donc un peu moins de 15 jours pour que les candidats fassent connaître leurs propositions et leurs projets pour faire de Cayenne la ville qu'elle est et une ville autrement. Nous allons recevoir ce soir pour ce premier débat Dimitri Gouard. Dimitri Gouard, vous représentez la liste de la maire sortante. Alors, on aurait bien aimé, je dois le dire, recevoir la maire sortante, puisqu'elle aurait pu présenter son bilan. Pourquoi n'est-elle pas là? Parce que la maire de Cayenne, bonsoir Monsieur Germain, la maire de Cayenne pense qu'elle ne peut pas être omniprésente, omnisciente et omnipotente, et qu'elle a choisi de faire confiance à une équipe, et c'est cette dynamique-là justement qu'elle entend lancer pour ces municipales, et donc elle estime qu'autour d'elle, il y a des femmes et des hommes compétents qui peuvent aussi répondre des affaires de la ville. Michael Mancé, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie de la liste Ensemble Autrement. Exactement. Alors je voudrais demander à tous les deux, il y a le mot ensemble qui paraît commun à vos listes. Je vais peut-être commencer par fixer les règles avant qu'on commence. C'est un débat, c'est aussi un entretien, on essaiera de faire les deux. Les règles de conduite, ce sont des règles de bonne intelligence, c'est-à-dire de courtoisie entre chacun des débats, pas à chacun des débattants, pas de mise en cause d'attaque personnelle. Le temps sera celui de l'égalité parfaite entre chacun d'entre vous. Vous l'avez remarqué, vous êtes côte à côte, donc vous ne serez pas en confrontation directe. Mais bien entendu, vous avez la liberté de vous saisir l'un et l'autre. Alors, cette soirée comprendra deux parties. Elle va durer 1 heure, donc la première, une vingtaine de minutes, sera consacrée au bilan et diagnostic. Alors, bilan, c'est bien sûr celui de l'équipe sortante. Et diagnostic, c'est le regard que porte l'équipe d'opposition sur la dernière mandature. La deuxième partie durera à peu près 40 minutes. Elle va porter, c'est ce qui nous intéresse le plus, sur les projets. Les projets et les propositions de chacune des listes. Et pour arriver à une conclusion d'1 minute chacun, puisque on a tiré au sort celui qui commence, donc celui qui conclura aura donc la parole pour, je pense, finir avec le message d'usage dans ces circonstances. Alors Cayenne, c'est une ville de 61 268 habitants, c'est une ville densément peuplée, c'est une ville jeune, à peu près 30% de la population, plus 51% de la population à moins de 30 ans. Et donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui de savoir, c'est comment vivrons-nous à Cayenne dans 6 ans, mais on va peut-être commencer par le début. Quel regard portez-vous, quel bilan peut-on faire de la dernière mandature qui était dirigée par Madame Finera-Hort? Alors tout d'abord, je partirai d'abord de mon expérience de directeur de cabinet de la 3e ville de Guyane. Vous savez, l'action municipale, ce n'est pas une action où chacun peut dire j'ai tout bien fait, tout bien réussi et tout était correct. Il y a des choses que vous faites qui sont magnifiques, il y a des choses que vous faites qui méritent des corrections, et puis il y a des choses qui méritent que vous changez de trajectoire. Et ça s'appelle l'humilité dans l'action publique. Et c'est en ce sens où, parce que vous avez conscience de cela, vous savez que vous pouvez encore faire des choses. Alors, ce qui est sûr, c'est que l'équipe en place ne sait pas tourner les pouces, n'a pas regardé le ciel, n'a pas croisé les bras, ni plié bagage. Ça n'est pas vrai. Alors, qu'a-t-elle fait? Beaucoup de choses à tous les niveaux. D'ailleurs, on se disait cet après-midi, peut-être que la seule faiblesse que nous avons eue, en tout cas que l'équipe a eue, c'est de ne pas assez communiquer. Parce que lorsque vous vous levez chaque matin dans l'action municipale, il y a une trajectoire que vous fixez, et puis il y a des urgences, il y a des choses qui viennent vous retrouver entre-temps. Donc ça nécessite une forme d'humilité. Alors tant sur la question des familles, sur la question de l'accompagnement des enfants, sur la scolarisation, sur la réhabilitation de crèches, d'écoles, sur l'aménagement du territoire. Je rappelle que Madame Finera-Hort en 2014 a été très claire avec la population, elle a été très honnête. Elle leur a dit quoi? Elle leur a dit pour profondément commencer à changer Cayenne, je vous demande 2 mandats. 2 mandats. Le premier pour commencer à mettre les projets sur les rails, monsieur, lorsque vous voulez mettre un projet en place. On est d'accord, pas de démagogie.
préétudes, études, temps de construction, etc., s'écoule 4 ans. Très bien. On peut commencer par les thèmes, si vous voulez, parce qu'on va essayer d'organiser. Mon propos, c'est de mettre de l'ordre, que tout ce soit compréhensible et clair pour tout le monde. Prenons le domaine de l'économie. Alors dites-nous, il va falloir cibler plusieurs thèmes. On en a une dizaine. Sur l'économie, qu'est-ce qui vous semble, vous, significatif de la dernière mandature de Mme Phinera-Horth? Alors d'abord pour vous dire que l'économie a fait l'objet d'un transfert de compétences par la loi NOTRe. Bon, la ville a signé récemment, enfin, il y a quelques années, ce qu'on appelle le programme Action Cœur de Ville, qui vise justement à réactiver, en tout cas à faire en sorte qu'il y ait de l'attractivité, tant au niveau de l'économie que sur la question d'accessibilité. Donc j'entends souvent la question des trottoirs, mais d'ailleurs, la ville en fait partie de ce programme-là. Donc voilà, il y a en fait sur la question de l'économie particulièrement, il faut savoir que la maire a quand même encouragé l'installation de jeunes porteurs de projets au sein de la ville. Donc on ne peut pas lui reprocher de n'avoir rien fait. Peut-être que certains estimeraient qu'il n'y a pas eu assez. Alors dont acte, on va continuer. Nous ne sommes pas sur le thème du reproche. Là, non, mais je m'adresse aux électeurs. Très bien. D'accord. Mais dont acte. Je vais parler de prospérité, par exemple. Alors, je demandais à M. Moncey, vous, le diagnostic sur le plan économique, donc la façon dont cette ville a été, selon vous, est-ce qu'elle a été entrée dans une ère de prospérité? A-t-elle stagné ou a-t-elle régressé? D'abord, des arguments, bien entendu. D'abord, si vous le permettez, moi, je déplore l'absence de Mme Phinera-Horth parce qu'elle a demandé le débat et j'étais enthousiaste à l'idée de la rencontrer, et c'est pas que j'ai un problème avec M. Gouard. C'est nous qui l'avons proposé, c'est nous qui avons proposé. Mais elle avait demandé qu'il y ait des débats, il y en a, et moi je suis là et pas elle. Bon, il y en aura d'autres. Maintenant, en termes d'économie, je pense que le constat est clair. 30 magasins fermés à De Gaulle, une ville qui se désertifie, il n'y a pas de... On peut nous parler du programme Action Cœur de Ville, comme disait M. Gouard, signé en 2018, présenté aux commerçants en décembre 2019, juste avant les élections. Il n'y a pas grand-chose qui a été mis en place. Vous avez parlé des trottoirs, refait là aussi à quelques mois des élections, sans vraiment réfléchir à l'efficacité de ces travaux, puisque l'équipe de la mairie elle-même dit aux commerçants que c'est du surfaçage et qu'il va falloir les recasser pour les refaire, puisqu'il faut refaire les canalisations, il faut faire passer les câbles pour la fibre, etc. Moi, je ne vois pas là des actions efficaces pour redynamiser le centre-ville. Ça fait des années que le centre-ville se meurt. Le constat, pour moi, il est clair. On peut nous parler d'action, on peut nous parler de ce qu'on veut. Le centre-ville est mort. Moi, je n'ai pas cette vision pessimiste du territoire. Vous savez à combien moi-même je m'engage pour la question du territoire. Je suis lucide sur un certain nombre de points. Alors, sur la question du programme Cœur Action de Ville qui a été signé en 2018, je rappelle qu'entre le moment où on engage une signature pour une action et la mise en place, se passe très rarement 2 ou 3 mois. Il ne faut pas raconter aux électeurs des bobards. Bien au contraire, la question de la réhabilitation, la réfection, voire de l'extension, l'accessibilité des trottoirs. Mais c'est une première partie qu'on a commencé. Ça fait quand même 30 ans qu'on en parle, hein, M. Gouard, des trottoirs. Enfin, le trottoir, c'est même un peu l'image caractéristique de Cayenne. Mais il fallait bien commencer un moment, on est d'accord? Donc nous le faisons. On Juste est d'accord. avant les élections. Non, M. Moncey, croyez-moi, on le fait. Je rappelle que là, il s'agit de faire Cayenne entrer dans le 21e siècle. On ne fait pas ça d'un claquement de doigts. Les appels à projets, il faut aller postuler aux appels à projets. L'argent, il faut aller le chercher. Je rappelle que la ville de Cayenne a fait un effort sans précédent. On peut reconnaître ou ne pas reconnaître. Sans précédent. Alors qu'on lui demandait de faire des efforts sur le plan financier, des collectivités moyennes. On a demandé de faire des efforts. La ville de Cayenne, ce qui était des efforts pour des villes de France, est un sacrifice compte tenu du fait qu'on n'a pas, des ressources fiscales qui sont extensibles, qu'on n'a pas, on n'a que 22% des foyers qui payent l'impôt qui payent l'impôt sur la commune de Cayenne. Reconnaissez que quand même on a fait preuve d'objectivité, de créativité, parfois d'astuce pour pouvoir mettre un certain nombre de mesures en place. On ne peut pas s'empêcher de penser, ça fait longtemps que nous circulons tous les deux à Cayenne,
Cayenne qu'il est toujours aussi difficile de se garer, même si on peut considérer que la population augmente, que visiblement le visage n'évolue pas nécessairement, et peut-être là aussi il faudrait quelques éléments chiffrés. Je ne peux pas dire que Cayenne n'évolue pas, ce serait je veux dire que extrêmement peut-être insultant pour notre vision, dans notre regard. Moi, tous les jours, je vois Cayenne bouger. Alors, la question est très claire. Est-ce que ça va vite comme on souhaiterait? Non. Est-ce que comment dirais-je, on voudrait que ça aille plus vite? Est-ce que ça va pas vite? Ça va vite. Non. Par contre, il y a une volonté qui est placée et de faire Cayenne avancer. Et c'est ça qui est intéressant à retenir. Attention à votre temps de parole. Allez-y, monsieur Mancé. Par rapport au trottoir, par exemple, vous avez dit que... Bon, on ne va pas décétaniser. Non, mais c'est juste pour rebondir là-dessus, comme il était venu sur ce sujet. Vous avez fait des efforts, vous avez fait preuve de créativité, d'accord, mais d'ingéniosité, si vous voulez. D'astuce. En attendant, moi, ce que je constate à Cayenne, ce sont des trottoirs qui sont plus larges que la chaussée. On n'a pas envisagé de moderniser, de penser à des emplacements où ceux qui viennent livrer les magasins pourraient stationner. Chaque fois qu'un transporteur vient livrer un magasin, il bloque toute la circulation. Je pense que la créativité dont vous parlez, moi, je ne la vois pas. Ça reste mon avis. Ce qu'on pourrait envisager, et je pense que les choses avaient déjà été pensées en ce sens par d'autres, il faudrait essayer de rétrécir les trottoirs, que les voies soient plus larges et qu'on puisse circuler plus facilement. Ce sont des choses à envisager. Maintenant, effectivement, ça se chiffre, ça se calcule, ça se prépare, mais pour ça, il faut penser la ville. Et ça ne se fait pas sans les commerçants. Ce sont les premiers lésés par ces choses-là. Donc quand j'entends que les trottoirs ont été cassés, refaits pour du surfaçage, ça a pénalisé les commerçants pendant de longues semaines, de longs mois, et qu'on nous dit que on va recommencer, on va recasser les trottoirs pour refaire les canalisations et faire passer des câbles. Moi, je vois là du gaspillage d'argent public. Attention aux répétitions, monsieur Moncé, mais ce que j'aimerais savoir, c'est on veut essayer de serrer le plus possible. Quels ont été, selon vous, les points forts de la mandature sur le plan de l'aménagement de la ville? On est dans la partie diagnostic aujourd'hui, bilan. En quelques opérations et quelques chiffres, sans s'étendre outre mesure, quels ont été les points forts, les réussites de la dernière mandature? Que personne ne peut nier, par exemple la ZAC Hibiscus, où la ville a fortement contribué à la ZAC Hibiscus. Il y aura bientôt la ZAC Palika, je ne sais pas si M. Mancé sait où se trouve la ZAC Palika, bientôt. Les travaux vont commencer. Il y a eu, par exemple, regardez les 2 tours Floralie qui vont être détruites. Aller à la cité Médan, aller leur raconter que rien n'a été fait. Aller dans certains quartiers de la rénovation urbaine, aller leur raconter que rien n'a été fait. Moi, je ne peux pas. Je crois que la responsabilité nous incombe, même si nous ne sommes pas d'accord, de reconnaître un certain nombre de choses. Oui, est-ce que, je répète, on a été vite? Mais c'est indépendant de notre volonté. Vous savez, aujourd'hui, si vous allez au-delà de la règle, au-delà des dispositions réglementaires, vous risquez de vous retrouver en garde à vue. Il faut respecter les règles de marché. Donc, c'est en ce sens où on parle d'expérience pour diriger une collectivité, d'expérience pour l'action municipale. Alors je peux vous proposer quand même un angle, là qui est quand même mesurable. Je parle du fameux bien-être ou bien vivre dans la ville, c'est un peu le protosan, hein, mais c'est quand même un instrument de mesure. Est-ce que vous pensez qu'on se sent mieux à Cayenne aujourd'hui quand on circule le soir, aujourd'hui qui a 15 ou 20 ans par exemple? Est-ce que là, ce n'est comme pas un point critique? À quel niveau Au niveau de la sécurité des gens qui circulent, je circule le soir, si je veux aller sur les palmistes, si je veux circuler à pied l'entour, est-ce que vous avez le sentiment que le citoyen se déplace en toute sécurité? En tout cas, je ne suis pas à Rio. Je ne suis pas dans certaines villes sud-américaines où on est plus en danger que de la ville de Cayenne. Il faut être sérieux. Je vous dis, je ne suis pas en train de nier qu'il y a des difficultés que nous essayons chaque jour de résorber, mais on ne peut pas dire que nous sommes dans une ville où à tout bout de champ il y a des choses qui arrivent. Alors oui, non mais oui, 62 500 interventions de la police municipale. On ne peut pas dire que la police municipale reste les 2 bras ballants à regarder le ciel et la terre tournée. On est d'accord, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent et que ça ne va pas. Oui, mais en 6 ans de mandature, hein, en 6 ans. Donc, il y a des choses intéressantes, il y a des choses intéressantes, il y a des problèmes. Vous savez, tant qu'il existera une ville, tant qu'il y aura des problèmes. Moi, je veux qu'on me donne aujourd'hui le nom d'une ville parfaite dans ce monde. Il n'y en a pas.
Donc lorsqu'on a regardé cela, on essaie d'appréhender les difficultés au fur et à mesure. Si on regarde les Cayennaises et les Cayennais pour leur dire qu'avec nous, demain, il y aura peu de problèmes, c'est leur mentir, c'est quelque part les mener en bateau. Il faut arrêter. Donc oui, on a des difficultés dans certains quartiers où nous rencontrons des problèmes peut-être entre autres de sécurité, mais la sécurité, ça passe simplement, c'est des personnes directement, c'est l'aménagement du territoire. Il y a des villes où on vit bien, où on vit assez bien, parce que bon, toutes les villes, par exemple, vous avez cité Rio, je prendrais une ville du Nord, moi je prendrais une ville scandinave. Pourquoi est-ce qu'on vit bien? Parce que les citoyens, non mais je termine. Parce que la question, la question est globale. C'est-à-dire qu'on ne traite pas que l'insécurité, on traite l'environnement, on traite les rapports aux citoyens, on traite l'économie, etc. La sécurité n'est pas un sujet unique. Enfin, il me semblait que ça pouvait être une démarche. C'est pour ça que je vous dis souvent, excusez-moi, je vous laisse... effectivement, la sécurité, c'est un des miroirs des dysfonctionnements de la société. Mais les dysfonctionnements ne sont pas nés avec Marie-Laure Finira. Horte, vous voyez ce que je veux vous dire? À l'heure où je vous parle, vous avez bien vu, la question du bien vivre en Guyane se pose au-delà même de l'action municipale. C'est-à-dire, quel statut on peut avoir pour nous permettre de générer des solutions qui s'adaptent aux réalités que nous vivons. Mais ça, c'est pas propre à la problématique de Cayenne. Vous irez à Saint-Laurent, vous irez à Manave. Je veux dire que arrêtons de faire penser que c'est né avec l'élu qui était là. Oui, il y a des problèmes qui auraient dû être réglés avant. Forcément, celui qui est arrivé, il est en train de les régler aujourd'hui. C'est ce que dit Macron. Alors, Monsieur Mancé. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Gouard, dans le sens où, effectivement, l'insécurité, c'est le résultat de plusieurs maux de la société. Mais, pour moi, l'élu en place contribue à permettre que ces maux-là prolifèrent dans le pays. Quand on voit l'éducation, par exemple, on sait qu'il y a 50% des enfants ici qui ne maîtrisent pas le français. Faire des écoles pour scolariser tous les enfants, c'est pas ça... permettre une instruction optimale. C'est comme solution, monsieur. Attendez, je n'ai pas terminé. Permettre une instruction optimale, c'est s'adapter à ces personnes-là. Un gamin qui ne maîtrise pas le français, il ne peut pas recevoir la même instruction que ceux qui reçoivent les bases du français chez eux. Or, le fonctionnement de l'éducation nationale, c'est de se dire que ces enfants-là, ce sont des exceptions. L'immigration incontrôlée ici fait que c'est devenu une norme. Donc, l'élu aurait dû alerter les autorités locales pour leur dire, mais ici, ce n'est pas des classes qu'il faut prévoir, c'est peut-être même une école pour ces gamins-là. Et prévoir, il n'y a pas de professeurs formés à enseigner en même temps les bases du français et une instruction à ces jeunes-là. Alors, français en étrangère, c'est pas nouveau, monsieur. Les FLE, c'est pas nouveau, on est d'accord. On réduit leur chance d'intégration dans la société parce qu'on favorise l'échec scolaire. Depuis des années, moi quand j'étais jeune, on avait peur de redoubler. Maintenant, c'est depuis quelques années, ça fait quelques temps déjà. On ne redouble plus. Que les jeunes aient le niveau ou pas, ils ne redoublent pas. Parce qu'il y a trop de gamins qui arrivent derrière, il faut laisser la place. Donc, tout ça favorise la sortie du cursus scolaire. Mais ça relève quand même de l'administration d'État. L'éducation nationale ne relève pas. L'élu est l'interlocuteur privilégié de l'État. C'est exactement ce qu'on dit. C'est à lui de connecter l'État à la réalité de ce qui se passe ici. Est-ce que ça a été fait avant? Non. J'ai l'impression que l'État ne connaît pas la réalité de la Guyane. Mais bien sûr que non. En matière de sécurité, laissez-moi terminer. Je vous en prie, monsieur Gouard. En matière de sécurité, vous avez dit tout à l'heure, on n'est pas à Rio. Moi, je ne veux pas savoir comment ça se passe à Rio. Je ne vis pas à Rio, je vis à Cayenne. Et c'est pas normal, par exemple, qu'à Olisette, depuis bientôt 10 ans, les mêmes personnes viennent là vendre de la drogue et pourrissent la vie des gens d'Olisette. À quel moment l'élu prend ses responsabilités de dire au préfet, au commissaire, bon écoutez, par contre, à Olisette, ça pose problème, trouvez une solution. C'est votre rôle. Mais nous avons une solution. Connecter les élus à la réalité de ce qui se passe ici, c'est du ressort de l'élu. Donc vous dites que l'État et l'élu n'ont pas de relations organiques qui leur permettent de traiter ces problèmes. Si on veut que leur travail soit efficace et qu'ils répondent aux attentes des Guyanais, c'est à nous de leur dire ce qui se passe ici. Je me rappelle, même pendant les mouvements sociaux, on leur a dit, on va vous connecter à la réalité de ce qui se passe ici. Parce que ceux qui arrivent ici pour 2, 3, 4 ans, ils ne savent pas ce qui se passe là. Ils font des chiffres
pour montrer à leur hiérarchie là-bas que tout va bien, qu'ils font un travail, mais on voit depuis des années que la situation se dégrade. Ça veut dire que leur travail n'est pas efficace. Bien, alors moi je vous propose d'arriver... En tout cas sur la sécurité, non mais permettez quand même que parce qu'il y ait des propositions, on est quand même aussi là pour ça. Justement, si vous le permettez, on va passer au stade des propositions. Je crois que le bilan, on va essayer de les faire. Je vais même vous donner la parole. Mais pour information de monsieur, Oui. Mancé, il y a, la ville a accompagné quand même plus de 1700 élèves, plus de 1700 enfants de la ville sur ce qu'on appelle le programme de réussite éducative. Donc qui s'adresse à des jeunes d'au moins 2 ans, qui sont justement en grande fragilité, tant sur l'environnement économique et social que sur le plan psychique. Et très certainement, beaucoup d'enfants de la ville en bénéficient. Et on va multiplier, c'est comme cela. Bien, alors si vous le permettez, je vous propose de passer à la deuxième partie, celle qui nous intéresse le plus maintenant. Ce sont les propositions et les programmes. Grosso modo, c'est dessinez-moi la ville qui va se réaliser dans 6 mois, dans 6 ans, pardon, au bout de 6 ans. Et comment allez-vous faire ? Et dans quel climat va-t-on y vivre ? Alors, mais avant de passer à ceci, j'aimerais vous poser une question sur les listes. Donc sur les listes, vous avez tous les deux des listes, vous êtes tous les deux représentants de listes dites d'ouverture. Monsieur Gouard, voulez-vous nous rappeler quels sont les partis qui ont coalisé avec votre liste ? Alors c'est vrai que la maire a souhaité faire une liste d'ouverture. Il y a à la base son parti, NFG, auquel je n'appartiens pas. Il y a quelques militants du PSG, quelques d'autres militants de partis. Vous savez, lorsque vous êtes maire... Des Verts, oui. Lorsque vous êtes maire, vous n'êtes pas sectaire, vous ne rejetez pas les autres, vous êtes dans le rassemblement, vous n'êtes pas dans la stigmatisation de l'autre. Donc c'est dans cet esprit qu'elle a construit sa liste. Voilà, mais je crois que les Cayennais et les Cayennaises la connaissent suffisamment pour être une femme d'ouverture. Je veux dire, oui. tant sur l'acceptation de l'autre que sur parfois la contradiction qu'elle peut recevoir des autres. Monsieur Mancé, c'est une liste d'ouverture ou pas ? Une liste d'ouverture à la population. Après, on n'a pas été fermé à des mouvements ou partis politiques. Simplement, ils n'ont pas souhaité nous rejoindre. Et certains ont peut-être voulu nous voir pour nous proposer des choses, mais on n'a pas pu se voir finalement. Donc, non, sur notre liste, c'est surtout des Cayennais, des citoyens. Entendu. Donc je vous propose de passer à la deuxième partie en rappelant que vous êtes donc sur RDI 105.1 sur Cayenne et 88.4 sur Kourou, également sur Facebook, et il y aura des rediffusions sur YouTube. Seconde partie, programme et propositions. Peut-on partir sur le plan économique? Vous avez cité la loi NOTRe, c'est une grosse affaire. On va essayer d'être plus concret quand même. Encore une fois, sur le plan de l'aménagement du territoire, il y a des choses qui paraissent intéressantes. Alors moi, j'aimerais vous rapporter à des engagements qu'ont pris notamment les Verts, moi qui me paraissent assez intéressants, sur le plan de l'aménagement de la ville, par exemple. Êtes-vous partisan, comme le sont vos alliés Guyane Écologie, d'avoir des opérations vertes sur la ville, c'est-à-dire autrement dit de verdir la Cayenne? Et si oui, comment comptez-vous faire? Non, mais il n'est pas... alors, comment dirais-je naturellement, aujourd'hui, tout projet d'aménagement prend en compte le fait de verdir Cayenne. Alors, je ne vais pas vous raconter que nous allons verdir tout Cayenne, puisque vous savez que Cayenne a une particularité, c'est une petite superficie, une très grande population. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de foncier aujourd'hui à Cayenne, et d'ailleurs, les gens sont contraints de se déporter sur des communes comme Macoria et Matouré. Simplement, il y a une volonté de mettre en place des écoquartiers. Par exemple, vous savez que la ZAC Hibiscus a reçu l'appel écoquartier, et c'est dans le même esprit que nous allons faire la ZAC Palika, en prenant en compte justement soucieux du développement durable de l'aménagement de territoire. Donc venir vous raconter aujourd'hui qu'on va verdir tous les coins de rue, je ne veux pas encore, je répète, faire de réponses démagogiques. Par contre, on a comment dirais-je, aménagé les squares pour les enfants, que ça soit à Mango, que ça soit à Médan. Donc voilà, on essaie autant que faire se peut. Aller à Médan, vous allez. On a fait des plans de calebasse. Allez à Médan, vous allez voir. Oui. On a fait des plans de calebasse, du concret. Vous voyez. Donc voilà. Je parlais du rapport à la nature, parce que Cayenne, c'est devenu, c'est très bétonné en fait. Et ce qui se développe autour de Cayenne vers Sugny, par exemple, il y a un énorme quartier. Ce n'est que du logement, ce n'est que du béton. Alors peut-être n'a-t-on pas vu la fin. Ce que je vous demande, ça n'a pas été aménagé par Marie-Laure Finérat. D'accord. Non, mais je vois Cayenne. Je posais la question. Non, je pose la question. C'est l'urbanisme quand même. D'accord.
d'accord. concerne la Oui, ville c'est de Cayenne. l'urbanisme. La question c'est, il y a une façon de voir la ville qui veut la rendre plus humaine en y introduisant des éléments de la nature. Donc c'est une vision. Vous pouvez très bien concevoir autre chose qui pourrait être Los Angeles. Et c'est pour cela que j'ai pris l'exemple de l'aménagement, notamment à Médan. Je vous dis, allez-y tout de suite, c'est du concret. Vous verrez qu'on a verdi, qu'on a mis des pieds de calebasse. Je ne peux pas aller plus loin, puisque c'est une réalité. Donc oui, on continuera à aménager des espaces verts. Je veux dire que, voilà, pour faire que on soit dans des endroits à taille humaine où les gens se reconnaissent. Monsieur Orsay, qu'en pensez-vous? Oui, j'aimerais beaucoup aussi qu'on puisse verdir Cayenne. En ce qui concerne le centre-ville, par exemple, il y a plusieurs terrains vagues. On envisage d'en faire des petits parcs de centre-ville ou peut-être même des potagers communs. L'idée, ce serait que les jeunes des écoles voisines puissent y venir et découvrir l'agriculture. C'est comme ça aussi qu'on intéresse notre jeunesse à différents métiers. Et puis, on aimerait... des terrains communaux ? On aimerait... Attendez, je peux terminer s'il vous plaît. Non, je pose la question. Je vous pose la question. On aimerait que la société guyanaise, pour parler large, puisse un jour tendre vers l'autosuffisance alimentaire. C'est dès le plus jeune âge qu'il faut les intéresser à ce genre de métier. Donc ensuite, vous demandiez terrains communaux ou pas. Il y a des endroits, par exemple, où ce sont des maisons abandonnées qui menacent ruine. Si on peut faire jouer le droit Pardon. En allant prendre le terrain des propriétaires, oui. C'est-à-dire aller s'emparer des terrains des propriétaires. Qui n'en font rien et qui laissent proliférer des squats. D'accord. Plus de 100 squats dans le centre-ville. C'est soit on en fait quelque chose et on redonne à Cayenne sa dimension de ville capitale, parce que c'est ce qu'avait promis votre tête de liste lors des dernières élections. Hein. Elle a dit qu'à l'horizon 2020, ça aurait été une vraie ville capitale. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, c'est soit on lui donne pièces de votre ville quand même. Soit on lui redonne cette dimension de ville capitale, soit on laisse faire. Soit on laisse faire et on laisse la place. La nature a horreur du vide. Il y a peut-être un terrain sur lequel on pourrait vous entendre plus précisément, c'est celui de la gestion des déchets. Est-ce que vous estimez que les Cayennais sont au niveau, au niveau des normes, notamment pour le traitement des déchets? C'est sûr que c'est compliqué parce que Cayenne devient de plus en plus sale. En même temps, avec plus de 100 squats. Je ne parlais pas de la propreté, je parlais de la gestion des déchets. La gestion des déchets, mais est-ce qu'on n'est pas en train de charger une autre commune pour que Cayenne il y a un gros projet de déchets. Qui ouvrira très bientôt la déchetterie pour le plaisir des Cayennais, puisque avant on était obligé d'aller à Montjoly pour les déposer. Maintenant, Cayenne dispose de sa propre déchetterie. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, ça doit faire partie aussi, parce que là encore, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a des efforts qui ont été faits, des efforts considérables par la CACL. Mais il y a aussi, et là je veux m'adresser aux Cayennaises et aux Cayennais, sur la question des incivilités. Moi, je le vis sur la commune de Matoury. Il y a un endroit où on a ramassé des déchets, les gens sortent de là où ils sortent pour venir. Et ce n'est pas toujours des étrangers. C'est souvent, parfois, des chefs d'entreprise. Parfois. Donc, on ne dépose jamais devant sa porte, mais on fait combien de mètres pour venir déposer au coin des autres. Et ça, je veux sensibiliser. Et ça veut dire qu'il faudrait aussi qu'on redouble d'efforts pour permettre des actions de sensibilisation et notamment voir si on peut faire ce que je veux dire, le concours des quartiers les plus propres. Voilà, mais en fait, penser toutes sortes de solutions qui nous permettent de lutter contre cela. Mais ce n'est pas dû simplement qu'au squat. Vos alliés amis les Verts, eux, ont même émis l'idée qu'on pourrait valoriser les déchets. C'est-à-dire pas se contenter de les ranger quelque part, l'économie circulaire, mais de les valoriser. L'économie circulaire. Est-ce que là aussi, vous avez noté des progrès? Non, mais c'est compliqué, je vous dis. Il y a énormément de personnes qui ne se sentent pas concernées. Il y en a qui, quand ils essayent de recycler, de faire le tri, leurs poubelles ne sont pas ramassées parce qu'ils n'ont pas mis les bonnes choses, donc du coup ils finissent par tout mettre dans la même poubelle. Ça va toujours être compliqué. Il va falloir qu'on arrive à sensibiliser un maximum de personnes sur l'importance de ce domaine-là. Aujourd'hui, c'est très très compliqué. On peut avoir des projets pour donner une deuxième vie à tout ce qui est recyclé. C'est pas ça le souci, c'est la base. Récupérer ces choses-là. C'est ça le gros problème. Alors j'attire votre attention, Monsieur Gouard, vous êtes à 9 minutes, un peu plus de 9 minutes, et Monsieur Moncey, 5 minutes 33. Donc c'est à vous de gérer éventuellement vos temps de parole. Et donc si vous voulez poursuivre ou pas, ou
peu importe, vous Et décidez. comme on parlait des déchets, je n'ai pas dit que c'est seulement dû au squat, mais souvent là où il y a des squats, monsieur Gouard, il n'y a pas de poubelle. Ils jettent un peu tout et n'importe quoi à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit. Ces personnes-là ne font pas de tri, souvent. C'est compliqué, mais je ne parle pas que des squatteurs. Il y a plein de personnes qui soit ont abandonné, soit qui ne se sentent pas concernées. On parle de plein de choses. La planète va mal, mais les gens se sentent très peu concernés. C'est malheureux. Alors moi, je vous rappelle quand même que ce débat a pour objet d'entendre des propositions ou des programmes. C'est peut-être ce qui est Bien sûr, donc là qu'il faudra sensibiliser les gens sur l'importance du tri, c'est un enjeu. Mais c'est déjà je fait, pense, monsieur. oui, mais pas assez. Pourquoi ils ne le font pas? C'est ça qui est embêtant. Après, on ne peut pas être derrière tous les Cayennais, derrière tous les Guyanais pour leur dire si vous ne recyclez pas, c'est un problème, etc. Combien de maillots on fait pour nettoyer les plages, nettoyer les criques, peu importe l'endroit. On revient le lendemain, c'est dans le même état que la veille. Ça, c'est un gros problème de société et on ne peut pas gérer le comportement des gens. Après, certains parlent de verbaliser parce que, par exemple, quand on a fait un maillot une fois, on a rencontré un monsieur d'origine brésilienne, il a dit mais vous pourrez faire ça tous les jours, il y aura toujours des ordures. Au Brésil, on verbalise. Ça peut être une option, mais moi, je me dis que quand même, c'est hallucinant de devoir en arriver là, alors que c'est pour tout le monde. Moi, quand je vois des jeunes dans le centre-ville qui jettent leurs canettes, mais tous les jours, j'en vois. C'est une sensibilisation. Peut-être c'est une éducation à faire depuis l'école pour leur faire comprendre que, bon, voilà quoi. Mais c'est devenu très compliqué de gérer ces choses-là. Et on ne parle pas que de Je vais jeunes. vous dire une chose. Vous savez, par exemple, à Châtenay. Alors moi, je veux toujours revenir sur du concret, en fait. Parlez plus fort. Je vais revenir sur du concret. Par exemple, à Châtenay, on avait, par exemple, des gens qui venaient jeter des déchets. Parfois des entreprises. Hein. Je dis, c'est pour ça qu'on passe toujours du citoyen, mais je veux dire que c'est à tous les niveaux. Parfois des chefs d'entreprise. Et donc, lorsqu'il y avait des photos qui circulaient, la maire de Cayenne a demandé à 2-3 habitants, écoutez, vous savez ce que vous faites? De temps en temps, lorsque vous voyez des gens venir jeter des déchets à cet endroit-là, n'appelez pas la police municipale, prenez mon numéro de téléphone, envoyez-moi le WhatsApp. Moi, je l'envoie au chef de la police municipale qui lui-même active ses équipes pour verbaliser les gens. Voilà du concret. Vous voyez? C'est pas une forme de délation quand même, c'était civique. Non mais attendez, c'est pas de la délation. Simplement, quand on filme, quand on fait une photographie de quelqu'un qui est en train de jeter des déchets, moi je suis désolé, il contribue aussi. Alors oui, on peut se fermer derrière les fameux grands mots de la délation, la France pétainiste. Oui, sauf que c'est une réalité. Et aujourd'hui, à Châtenay, c'est une réalité. À Châtenay, ils n'ont plus ce problème. Parce que lorsque les gens voyaient qu'une fois, 2 fois, 3 fois qu'ils étaient verbalisés, que les habitants, justement, avaient une attitude responsable pour participer à la propreté de leur quartier, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait? On ne venait plus là. L'alternative à Vichy, c'était de dire que des citoyens peuvent très bien s'organiser eux-mêmes et faire... Ils s'organisent comment? Écoute, les comités de quartier, c'est une très belle recette qui était... Mais les comités de quartier, avec quelle mission? On ne dit pas que... Ils se définissent eux-mêmes. Les citoyens ne sont pas des gens complètement décervelés qui sont incapables d'avoir l'initiative, ils vont protéger leur environnement. À un moment donné, il faut intervenir, il faut verbaliser, monsieur Germain. Vous êtes d'accord? Qui verbalise? Les citoyens? Non, mais je veux qu'on soit cohérent et logique. Qui verbalise? Les citoyens qui ont le pouvoir de verbalisation. Je vous dis que les citoyens peuvent très bien s'organiser entre eux, avoir des comportements exemplaires et faire de leur quartier propre. Vous évoquiez tout à l'heure la question des villes fleuries, etc. Elles sont venues du jour au lendemain. Les citoyens se sont donc associés et ils ont produit un autre comportement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas nécessairement répressif. Mais monsieur Germain, je vous dis quelque chose de très concret. Lorsque quelqu'un sort d'ailleurs de la cité, que la cité, pour venir jeter des ordures, on fait comment? Vous comprenez? Donc ça aussi, ça veut dire qu'il y a un moment donné où il faut avoir... Vous m'excuserez, je sais que la sécurité, c'est la fermeté. La fermeté, c'est aussi... Je vous parle d'une fermeté qu'on a, et là, vous la refusez, vous me dites que c'est scandaleux. Non, mais c'est vous qui vous êtes fermé parce que vous avez entendu le mot délation. Même si c'est de la délation, ça peut être une solution pour éviter que ces personnes ne viennent là. Mais c'est ça, vous êtes fermé quand vous avez entendu le mot délation. Non, mais je réponds à monsieur Germain. Je pense aussi que les citoyens d'un quartier, quel qu'il soit, en voyant un individu agir ainsi, peuvent et doivent aller lui dire que c'est pas possible. Il faut arrêter. C'est aussi une démarche citoyenne que de dire aux gens... Je pense qu'on s'est trop fermé derrière quelqu'un doit faire. On doit faire nous-mêmes aussi.
il faut prendre des initiatives, prendre ses responsabilités. On est Cayennais, on les gens aime notre n'osent commune. plus maintenant. C'est vrai, je suis d'accord. Je suis d'accord. Vous avez souvent dit que les gens avaient peur de. Les gens avant tout le monde regardait sur tout le monde dans un village. Il faut qu'on leur donne aujourd'hui l'envie et la possibilité de se repositionner en tant que Cayennais, fiers d'être Cayennais et d'assumer, de dire aux gens non, stop. Ici, c'est chez nous. Je vous propose de revenir à ce sujet sous un autre angle, c'est celui de la sécurité. Donc, comment peut-on créer les conditions pour qu'à Cayenne, on vive davantage en sécurité? Vous voulez prendre la parole, M. Manson? Je vais vous répéter un peu ce que je vous ai dit depuis 2017. La sécurité, même si c'est un devoir régalien, c'est aux autorités locales de mettre les choses au clair pour que la situation soit meilleure. Seulement, l'élu doit connecter les autorités à ce qui se passe ici. Ensuite, il y a un partenariat entre les autorités locales et les élus. Si nous respectons nos engagements et que l'État ne le fait pas, c'est à l'élu de lui dire de respecter ses engagements. Quand on a réclamé des infrastructures de manière à ce que la chaîne pénale soit renforcée, ils ont demandé à parler à qui? Aux élus. C'est logique. Vous pensez que c'est principalement un problème de communication? Donc, autrement dit, s'il n'y a pas cette courroie-là, ça ne fonctionnerait pas. Et peut-être de prise de position. Il faut leur dire, partout en France, les moyens pour que la justice soit assurée, tous les départements de France l'ont. Une cité judiciaire, elle est réclamée depuis 2000 ou 2001. On nous dit que les travaux vont commencer en 2023. Soyons sérieux. À un moment, il faut prendre ses responsabilités et leur dire non, mais... et nous, ce qu'on voudrait, c'est leur proposer... C'est un problème, je vous dis, guyanais, c'est pas un problème cayennais, là, il faut qu'on soit clair sur la chaîne pénale. On voudrait réunir tous les élus, que tout le monde prenne bien la dimension de l'importance du renforcement de la chaîne pénale et proposer des solutions d'urgence, parce qu'on est face à une situation urgente depuis des années. On l'a vu en 2017, mais il n'y a aucune mesure d'urgence qui est prise. Donc aujourd'hui, par exemple, pour construire une cité judiciaire, ils nous proposent de commencer en 2023 pour des travaux qui vont peut-être durer 5, 6, 7 ans. On a les moyens d'en faire une en 8 mois, en passant par des constructions alternatives. Tout ce qui est conteneurs. On a vu par exemple en Chine, avec le coronavirus, ils ont construit un hôpital de 1000 places en 10 jours. Alors, je vous le répète, on ne va pas comparer les conditions de travail de la Chine avec celles de la France. Mais on ne demande pas non plus que ce soit construit en 10 jours. Mais on a la possibilité, si on veut, de faire une cité judiciaire en 6 ou 8 mois. Ce n'est pas parce que ce serait fait en acier que ce serait du temporaire. On fait de vraies constructions aujourd'hui en acier. Ce sont des matériaux qui ne prennent pas autant de temps que le béton à être mis en place. Donc c'est une des solutions qu'on pourrait apporter. Et je pense aussi, là je déborde un peu, mais pour toutes les problématiques qu'on a en matière de construction, ce sont des alternatives qu'il faut envisager. On ne pourra jamais construire les écoles, les lycées, les logements aussi vite que les gens arrivent et aussi vite que la démographie qu'on sait déborde. Quand vous parlez d'infrastructure, de quoi parlez-vous? Des prisons, de non, tribunal, une prison c'est particulier, on ne peut pas la faire en métal. Il faut vraiment que ce soit fait avec les bons matériaux, il faut prendre le temps de la faire. Il n'y a pas de souci, je comprends ça. Mais tous les autres établissements, un commissariat, et quand on parle, on a vu des professionnels dans le domaine, hein. Quand on parle de 6 à 8 mois, eux-mêmes ils disent ouais mais là c'est large, hein. On pourrait faire même plus vite que ça. On est face à une situation urgente. C'est pas d'aujourd'hui. Il faut trouver des solutions d'urgence. Monsieur Gouard, alors en matière de sécurité, quelles sont les propositions de la mairie de Cayenne dans le périmètre qui est le sien, bien entendu? Tout à fait. Je veux remercier aujourd'hui les policiers municipaux qui viennent en gros en renfort de la police municipale sur le territoire communal. C'est près de 3 500 000 euros qui ont été engagés. Vous allez dire, parce que j'ai cru comprendre que les policiers municipaux... On avait compris. Ouais. Ah bon. Ils viennent en renfort des policiers nationaux. Oui, ils viennent en renfort. Oui, on appuie derrière, voilà. Puisqu'ils n'ont pas les compétences dévolues aux policiers municipaux. Simplement, ils font effectivement un travail extraordinaire. Hormis cela, c'est plus de 3,5 millions d'euros qui ont été notamment engagés sur les caméras de vidéoprotection. Ce sont, je répète, 66 210 affaires qui ont été traitées par la police municipale, 43 dossiers qui ont été eux-mêmes
pris à bras le corps dans le cadre de l'instance qu'on appelle le contrat local de prévention de sécurité, le contrat local de sécurité de prévention de la délinquance, où siège le procureur, siège la police municipale, etc., sur des cas bien précis pour savoir comment on les traite. Ce sont 260 infractions qui ont été constatées, notamment sur la question de l'urbanisme, mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. C'est la création. Alors, on a créé aussi une brigade de VTT, mais c'est la création d'une brigade moto. C'est aussi le fait d'étendre la question, comment dirais-je, de la vidéoprotection dans les, comment on appelle ça, les artères, comment dirais-je, pas forcément principales, mais dans les entrées, voilà, aux entrées et aux sorties de la ville. C'est la création d'une brigade canine. Donc voilà, c'est ce qu'on propose. Ce sont de multiples solutions. Vous savez, pour la sécurité, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il y a une solution. Moi, je suis attaché à toute forme de sécurité. Je suis attaché notamment à la sécurité des personnes, des violences faites aux personnes. Je suis très sensible à cette sécurité-là. La gestion des caméras, là, excusez-moi, parce que ça m'intéresse de le savoir, parce que nous n'avons pas les chiffres. Est-ce que la mise en place d'un système vidéo vous paraît avoir significativement fait évoluer la sécurité des citoyens? Mais oui, parce que lorsque vous pouvez identifier les auteurs de faits délictueux, je peux vous dire que c'est déjà pas mal. Ok. Maintenant, il faut passer à la phase 4. Il faut passer à la phase 4 d'extension de ces caméras de vidéoprotection sur l'ensemble de la ville, et c'est ce que nous allons faire. C'est un financement. Voilà. Mais en attendant de changer le système, puisqu'il faudra, paraît-il, changer le système. Je veux bien qu'on change le système. Simplement, encore une fois, j'ai vu que Rodolphe Alexandre a engagé un courrier auprès du Premier ministre pour que la Guyane ait un statut sui generis. Si on estime que ça doit être une compétence partagée avec les élus locaux du territoire, allons-y, mais entre-temps, on ne peut pas se regarder, bois vert sous bois sec. Donc il faut faire quelque chose. Il faut multiplier les solutions. Il ne faut pas rester là en se disant finalement il n'y a qu'à Faucon. Vous avez été vous-même dans la police municipale, monsieur Mancé. Nationale. Dans la police nationale, C'était pas une insulte. Non, c'est pas une insulte. C'était pour excusez-moi, dans la police nationale. Et vous savez, vous avez vous-même dit, vous avez vous-même, paraît-il, dénoncé ce que vous trouviez anormal, mais vous pensez bien que là, ça n'est pas du ressort spécialement du maire, mais c'est aussi du ressort des parlementaires du territoire. C'est aussi des ressorts de la volonté gouvernementale, notre capacité à vouloir faire les choses. Mais entre-temps, en attendant que les choses bougent, qu'est-ce qu'on fait? On se regarde. Si vous permettez alors, si vous permettez alors, vous avez du retard pour en profiter. Parce que bon, j'avais donné un exemple sur le renforcement de la chaîne pénale. Bien sûr, ce n'est pas la seule solution. Je suis d'accord, si on veut augmenter les effectifs de la police, créer des brigades, la vidéoprotection, le gros problème de la vidéoprotection aujourd'hui, c'est son efficacité. Moi, je vous dis, j'ai eu à travailler avec cette vidéoprotection. Les caméras sont placées à un angle de rue. Il y a 4 axes à surveiller. Et la caméra autonome, elle va là où elle veut, elle zoome. Donc, vous parlez de reconnaissance des auteurs. Quand c'est possible, si la caméra, au moment de l'action, est sur les faits. Et en ayant eu, pour avoir eu à travailler avec ces éléments-là, je n'ai pas pu résoudre une affaire. C'est pour ça que j'avais été voir Madame Finera à l'époque pour lui dire qu'il y avait un problème dans le fonctionnement de la vidéoprotection. C'est pour ça que je vous dis qu'on propose de placer des caméras dans toutes les artères permettant l'entrée et les sorties. D'accord. C'est là qui est intéressant. C'est quand on va bien boucler. Maintenant, moi, ce qui me pose problème, c'est que ce que j'entends, et vous me direz si je suis dans l'erreur, ce que j'entends, c'est qu'on veut mettre des moyens pour retrouver les auteurs. Pour moi, assurer la sécurité, c'est faire en sorte que les gens n'aient pas envie de faire. Et je préfère que ce soit dissuasif plutôt que d'avoir à soigner. Oui, mais c'est un effet dissuasif aussi. Non, c'est faux. C'est faux. C'est aussi. Vous avez dit vous-même. Mais par contre, pour nous, non, mais sur la sécurité, il y a quelque chose vraiment, chose phare. C'est la construction d'une antenne de la police municipale au cœur du quartier Olisette. Ça, on y tient. On y tient. Non, mais je vous dis qu'il n'y a pas de petite solution. S'il y avait la solution, eh bien, nous ne serions pas là aujourd'hui. C'est bien parce qu'il y a des solutions. Et le pire dans la sécurité, c'est de ne rien faire. Bien, si vous voulez. Vous n'êtes pas mis en cause puisque ce n'est pas votre bilan. Mais on peut poursuivre la conversation sur la place du citoyen dans les affaires publiques. Parce qu'il y a une chose qui semble avoir évolué dans le paysage social et politique, c'est quand même de s'interroger sur la façon dont le citoyen peut être impliqué dans la vie publique. Donc, question,
comment le citoyen peut-il intervenir dans les affaires qui le concernent? Monsieur Gouard, parmi vos alliés, je pense aux Verts notamment, ils conçoivent notamment des comités citoyens tirés au sort qui pourraient participer à la gouvernance de la ville. Vous souscrivez à cette Je vous dis que l'avantage qu'on a avec Marie-Laure Finera-Hort, ce n'est pas une dame qui est fermée à toutes les idées. Je rappelle qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle les Toulouris. Les Toulouris sont devenus des conseils de quartier. Aujourd'hui, ils sont institutionnalisés, notamment par la loi de 2014, si je ne m'abuse, en mettant en place des conseils citoyens. Ce sont des lieux, des instances où les citoyens participent, disent ce qu'ils veulent de leur ville, ont l'action publique sous leur contrôle. Donc ça, personne ne les invente. Je veux dire que ces conseils citoyens sont nés par la loi de 2014. Donc oui, tout ce qui peut permettre aux citoyens de participer, mais après ça dépend du rapport. Vous pouvez avoir des instances et puis de temps en temps vous les écoutez, de temps en temps vous les regardez. C'est un effort multiple. Au-delà du conseil citoyen, vous avez la maire de Cayenne qui reçoit les gens tous les samedis, en tout cas toutes les fois qu'elle peut, parce qu'on ne va pas attendre un conseil citoyen. Si un citoyen a un problème dans son quartier, pour qu'il vienne... C'est pas ça que je pensais. Non, mais je suis d'accord avec vous, mais je vais plus loin. Une autre implication, c'est-à-dire que le citoyen est partie prenante au budget, par exemple, qui est voté. On le fait à Grand Rio do Sul, au Brésil, Porto Alegre, depuis 1989. Donc on peut s'interroger. C'est une question qui a été posée lors des événements de mars-avril 2017. On s'est dit, mais pourquoi est-ce que les citoyens n'interviendraient-ils pas plus directement dans les affaires qui les concernent? Qu'ils soient au budget, quand on vote le budget participatif, qu'ils aient une instance représentative. Ça vous paraît aller dans le... Mais je vais plus loin. Vous savez, il le faut et à tous les niveaux. Mais il y a ce qu'on appelle le fonds de participation des habitants, qui est à 80 000 €, qui est passé à 100 000 €, où il y a des projets qui sont menés par les citoyens et qui sont financés par la ville, en partie par la ville. Ça, 100 000 €, c'est pas ce qui va construire une ville. Mais alors 100 000, c'est toujours mieux que zéro. Hein. Donc, toujours, et c'est bien peut-être ça mon souci. C'est qu'entre il n'y a rien, c'est le déluge, mon Dieu, ça ne va pas, etc. Et on a fait un premier effort, on ira dans un deuxième effort. Je vous rappelle, dans un contexte national où il y a eu, comment dirais-je, des finances publiques qui ont été sucrées aux collectivités, ce qui représente un effort, je le répète, pour les villes de France, est devenu un sacrifice pour la ville de Cayenne. C'est pour ça que je parlais d'ingéniosité, d'inventivité pour trouver des solutions, trouver des solutions, trouver justement des financements pour pouvoir mener toutes ces actions. Alors ça, c'est à respecter. Alors, impliquer les citoyens, ce n'est pas nécessairement une question budgétaire, ça peut être aussi un mode d'organisation, de participation. Alors, à tous les niveaux. Quelles sont les propositions? À tous les niveaux. Impliquer les citoyens, c'est tenir compte de leurs propositions, de leur réalité dans les projets qu'on met en place. Le centre-ville de Cayenne, on ne peut pas envisager de redynamiser le centre-ville sans consulter les commerçants. C'est eux les premiers concernés. Ce sont eux qui font la dynamique de la ville. Alors, les citoyens. Mais les commerçants, c'est aussi des citoyens. Mais quand on implique les commerçants et des citoyens qui ne seraient pas commerçants, vous voulez dire? Oui, je parle de la ville de Cayenne. Bien sûr, mais on est obligé de les impliquer. Si on veut faire une rue piétonne, et on aimerait beaucoup un endroit où on pourrait découvrir toutes les cultures locales sur le plan culinaire, par exemple. Il va falloir obligatoirement qu'on voit les riverains, qu'on leur demande comment ce serait possible. Est-ce que c'est envisageable? Ce sont des mentalités à faire évoluer. Ce ne sont pas des choses qu'on a l'habitude de voir ici. Il en est de même, par exemple, pour les transports dans le centre-ville de Cayenne. Les gens n'ont pas l'habitude. L'idée, ce serait d'avoir des parkings en périphérie. Ça avait commencé à être fait. Il y a le parking qui est près du cimetière de Cayenne, par exemple. Mais en même temps de dynamiser les transports pour que quand les gens stationnent leurs véhicules en périphérie du centre, qu'ils puissent circuler en transport en commun. Alors ce sont des mentalités à changer, mais il faut voir les citoyens pour toutes ces choses-là. Vous avez observé qu'en métropole, un certain nombre de villes envisagent la possibilité de transport gratuit. Quand vous considérez le profil socio-économique des gens de Cayenne, est-ce que vous considérez que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Il y a beaucoup de personnes qui auraient plaisir à pouvoir se déplacer gratuitement parce qu'elles n'ont peut-être pas les moyens de... C'est pas toujours facile pour elles. Maintenant, on sait qu'il y a peu de personnes qui payent des impôts à Cayenne. C'est pour moi, une solution qui est difficilement envisageable. Maintenant, il y a sûrement des éléments qui ne sont pas en notre possession puisqu'on n'est pas en place. C'est l'avantage sûrement de l'équipe adverse.
il faudrait y réfléchir, mais je ne pense pas que ce soit tout de suite, en tout cas la meilleure solution à envisager. CACL le fait déjà en direction de la jeunesse qui sont parfois en grande précarité. Donc le fait de leur permettre de bénéficier de transports en commun de façon gratuite, mettons sur l'ensemble de la population. Comment sont les finances de la CACL? Capacité d'autofinancement de 7 millions d'euros, monsieur Mancé. Monsieur Mancé, capacité de 245 millions le TCSP, monsieur Mancé. On verra. Et croyez-moi que si les transports en site propre, et croyez-moi que si justement la CACL est en difficulté dans sa capacité d'autofinancement, il y a très certainement qu'il n'aurait pas reçu une lettre de garantie de Bercy, des garanties de Bercy, justement pour assurer cette opération en se portant limite caution auprès de l'Europe et des partenaires de prêt pour le faire. Donc j'ai vu votre courrier d'ailleurs. J'ai vu votre courrier, un courrier où la personne qui vous dresse l'état de la situation de la CACL n'est pas très informée. Alors peut-être que la personne est un sachant, mais ce courrier en plus, il est truffé d'à peu près et notamment sur la capacité d'autofinancement de la CACL. Vous savez, donc je veux dire qu'il faut pas que ceux qui avec Marie-Laure Finera, voilà, parce que ceux qui les experts qui vous entourent ne doivent pas malheureusement vous induire en erreur. Quand vous évoquiez les sachants, ce sont les experts, parce que oui, de tout bord d'ailleurs. Ça peut être les gens de la cité telle qui connaissent leur quartier. Bon, sur l'implication des citoyens, on vous a entendu, il ne dégage pas quelque chose de très significatif, me semble-t-il. Alors on peut parler maintenant de l'évolution statutaire. Il y a eu deux congrès consécutifs qui ont évolué vers un statut sui generis dont le contenu reste à déterminer. Et ça, bien sûr, il y a un gros point d'interrogation dessus. Qu'est-ce que ce statut? Veut-il dire que c'est un statut à la carte? Et la deuxième question, c'est pour en faire quoi? Qui veut commencer sur cette question-là? Peut-être regardez-vous un peu vous. Pour moi, la question. Monsieur Gouard, vous avez 5 minutes. Oui, vous avez d'avance. Pour moi, la question de l'évolution statutaire est claire. Bien sûr qu'il nous faut un statut sui generis. Même si, par exemple, tout à l'heure, vous parlez de compétences partagées avec l'État, ce n'est pas, en tout cas, selon le texte, pas possible de partager les compétences en matière de sécurité, de droit pénal, etc. avec l'État. Donc, mais par contre, en termes d'éducation, d'économie, bien sûr qu'il faudra un statut sui generis. C'est à nous de décider ce qu'on veut transmettre à nos jeunes. C'est à nous de décider vers quoi on veut orienter le pays, ce qu'on veut développer. Donc, la question du statut, pour moi, elle est claire. Il nous faut un statut sui generis. Maintenant, il nous faut travailler à ce qu'on met en place pour qu'il soit efficace. L'autosuffisance alimentaire, c'est obligatoire. On ne peut pas continuer à dépendre ad vitam aeternam de l'Europe pour manger, alors qu'on a la place ici pour faire tout ce dont on a besoin pour manger bien. Ce n'est qu'un exemple. Après, c'est à nous de définir quel secteur on veut développer. Mais il appartient quand même aux partis politiques de définir les orientations, notamment sur le plan du développement économique, de la sécurité, de l'aménagement du territoire, de la coopération internationale, dans lesquelles elles aimeraient voir figureraient notamment des dispositions législatives qui leur permettraient de réaliser ces projets-là. Donc la question, parce que c'est quand même très flou, on peut comprendre votre point de vue, il y a une commission ad hoc qui travaille dessus et qui devra rendre ses travaux, si on veut bien y croire, en juin prochain, mais que faire avec? C'est pourquoi faire en fait la question. Avez-vous une idée plus ou moins précise de ce que l'on peut faire avec un statut, le statut sui generis, non pas ce qu'on peut faire, mais ce que vous feriez si vous aviez, si vous voulez répondre le premier, allez-y, si vous aviez un statut sui generis. La première chose, c'est d'aller vers l'autosuffisance alimentaire. Autosuffisance alimentaire. Bien sûr. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure, par exemple, d'intéresser les jeunes à l'agriculture dès leur plus jeune âge, qu'ils aient envie de se lancer vers ces métiers-là. Aujourd'hui, toute la matière grise guyanaise, j'allais dire cayennaise, mais c'est pas que sur Cayenne, s'en va et ne revient pas. Mais en même temps, on n'a pas défini les besoins pour savoir vers quoi on forme notre jeunesse et envisager leur retour pour qu'ils trouvent leur place dans la société cayennaise. Trouver ce qu'ils vont apporter. Toutes les grandes puissances asiatiques, par exemple, elles se sont formées comme ça. Elles ont formé leurs jeunes pour des métiers particuliers. Quand ils sont revenus, ils ont développé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce sont les meilleurs sur tout ce qui est téléphonie. C'est comme ça. Il faut d'abord savoir ce qu'on veut
Et ensuite, former notre jeunesse par rapport à ça, à les intéresser aux métiers qu'on veut voir développer ici. Donc, après, quand on parle d'agriculture, d'autosuffisance alimentaire, il y a plein d'autres filières. Mais pour moi, c'est pas normal que nous soyons obligés de passer par l'Europe pour manger. On a trop de place ici, il y a trop de potentiel ici, pour que déjà la base, on n'arrive pas à la gérer nous-mêmes. C'est l'un des exemples. Mais vous savez, après, moi, je suis sur tout ce qui est or. C'est pas trop mon... Et là, c'est personnel. C'est pas trop mon truc. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Donc vous faites la passe notamment sur l'activité minière et pétrolière, non, par exemple. Je vous dis, pour moi, c'est pas la meilleure chose qui soit. Ça, c'est un avis complètement personnel. Mais votre quand parti, on a, pour moi, on est riche quand on a une eau qu'on peut boire, une terre qui nous donne à manger, un air qu'on peut respirer. Aujourd'hui, on a tout ça, à part peut-être sur le Haut-Maroni où avec la pollution, c'est la galère. On voit les problèmes que c'est. Maintenant, on va nous dire que l'or, on peut extraire l'or de manière saine, etc. Moi, ça me pose un problème. Mais là, c'est clairement un avis personnel. Mais il y a plein de filières qu'on pourrait voir développer, mais il faut former notre jeunesse par rapport à nos besoins. Pas former pour dire après, allez-y, vous rentrerez dans le marché du travail, vous ferez la concurrence. C'est pas ça former une société pour moi. Alors, Monsieur Ward, votre liste d'ouverture, est-ce qu'on considère, est-ce que c'est une opinion d'ensemble, qu'il y a un certain nombre de choses que l'on ne peut pas faire dans le cadre actuel et qui seraient possibles dans le cadre... Aucun maire de Guyane aujourd'hui vous dira que tout va bien. Voilà. Non, mais la question aujourd'hui, c'est pas celle-ci, c'est de savoir quoi. Et ensuite, que fait-on avec le changement statutaire? Oui, mais je prends un exemple qui est très simple. Elle a dit, Marie-Laure Finira-Hort, écoutez, bon, c'est très bien tout cela, on est à Cayenne, il ne faut pas tourner le dos à la mer. Moi, je crois beaucoup en l'économie bleue. Voilà une source d'économie sur laquelle nous pourrions mettre des efforts. C'est au-delà de la filière pêche, le tourisme, l'exploitation des minéraux marins, etc., etc. Voilà concrètement une ressource stratégique sur laquelle nous pourrions développer à la fois une carte de formation et développer des emplois derrière. C'est un. Il y a la question du foncier. Mais le statut, en quoi le statut soyez plus concret. Mais attendez, mais parce qu'aujourd'hui, je prends un exemple, le foncier appartient à l'État. Vous avez un statut sans avoir votre foncier, vous faites quoi? Vous avez un statut sans avoir à agir sur l'économie bleue, vous faites quoi? Donc, tout ça doit venir, justement, quel statut, pourquoi faire? Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc je crois qu'il n'y a aucun maire de Guyane aujourd'hui qui vous dira que dans le système dans lequel on se trouve aujourd'hui est magnifique, notamment sur certaines règles de normes concernant des marchés qui ne correspondent pas à la réalité. Et ça, on le vit tous les jours en collectivité, ça n'est pas et qui viennent alourdir les procédures, ce qui explique que des projets que Mme Finira-Hort pouvait sortir il y a 4 ans, 3 ans, elle ne peut les sortir que maintenant et qui vont commencer à fleurir tout au long de ces années, en tout cas jusqu'en 2026. Je vous interromps parce que M. Mancé est en retard. M. Montet, vous avez à peu près 2 minutes pour vous. Vous pouvez effectivement les utiliser ou pas, c'est votre convenance. Et notamment, peut-être sur cette dernière question, sur la gouvernance et l'évolution statutaire. Ou autre chose. Pour moi, pour le statut, il faut qu'on arrive à penser comme une république guyanaise. Penser comme une république guyanaise, ça fait peur parfois à certains. Ils sont indépendantistes. Non, l'objectif, c'est de voir ce qui se fait ailleurs, prendre ce qui est bon, laisser ce qui ne l'est pas. On ne fait que répéter ce qu'on voit ailleurs sans se demander est-ce que c'est la bonne chose à faire pour nous. Or, on voit la situation de la Guyane aujourd'hui, c'est parce que tout ce qu'on vit ici est multiplié, parce que tout ce qui se passe là-bas, dans l'Hexagone, le pays est en crise, parce que tous leurs problèmes sont les mêmes qu'on a ici, mais multipliés parce qu'on est plus loin, parce qu'on ne gère pas les frontières, parce que, etc., etc. C'est pas compliqué. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on se pose selon les domaines d'activité, que ce soit sur la sécurité, même si, on le répète, ce n'est pas un secteur qu'on pourra avoir en co-gérance avec l'État. Ça reste un domaine régalien, on ne pourra rien faire là-dessus. Mais sur tout le reste, que les sachants dans ces domaines-là se réunissent et réfléchissent à ce qu'on veut voir en matière d'éducation, en matière de formation, tous ces niveaux-là, selon les besoins de la société guyanaise. Je parle de formation
selon les besoins de la société guyanaise. Sur Cayenne, par exemple, il y a seulement 12%. Vu que la mairie de Cayenne enregistre plus de 4800 naissances par an, il y a des enfants qui ont besoin de crèche. Il n'y a que 12% de ces enfants qui sont... 110 places de crèche dans la ZAC Palika, Excusez-moi. extension de la crèche Montabo. Mais Excusez-moi. c'est dommage qu'on n'ait pas eu de temps de donner des propositions. On en a. Excusez-moi, c'est pas ce qui va 100 places sur 4800 enfants. Extension de la crèche Montabo, non, mais- accompagnement voilà, des crèches voilà, multi-accueil. ok. Mais Non, on c'est est bien. prêt et on expliquera tout ça à la population. En attendant, ce sont des secteurs dans lesquels on devrait inciter nos jeunes à se former et permettre la mise en place d'infrastructures au plus près des Cayennais pour que ces jeunes-là trouvent leur place dans leur société, puisqu'ils seront utiles à la société, et développer des secteurs d'activité autour. Bien. C'est ça penser la ville, et c'est exactement les choses vers Voilà, lesquelles on je veut se former. vous remercie. Bon, on n'a pas entendu le mot indépendance, donc il ne semble pas que ce soit une option que l'un et l'autre Non. aient partagé. Donc on est vers un statut qui va vers l'autonomie, une autonomie qui apparemment reste à définir. Il vous reste, je crois qu'on est à peu près à parité aujourd'hui, à égalité, je veux dire. Ah bon, il manque 2 minutes, monsieur C'est pas Mancet. bien grave. Ah, c'est pas bien grave. Bon, dans ce cas-là, ce que je vous propose, parce que je crois que nous sommes arrivés au terme de cette émission, la technique me dira qui est chargé de la conclusion. Très probablement d'ici. C'est vous qui êtes chargé de la conclusion, le premier ou le dernier? Monsieur conclue. Guard. D'accord. Bon, Monsieur Guard, vous avez 1 minute pour faire la conclusion sur cette question aujourd'hui, sur ce que sera la ville dans les 6 ans qui viennent, comment va-t-elle se développer et quel pourrait être son visage dans 6 ans et comment pourra-t-on y vivre? Très rapidement, je voudrais simplement dire que nous avons oublié de parler des habitants du village chinois sur lesquels on va faire un travail des travaux d'assainissement. Des travaux d'assainissement, je pense aux habitants de Gabriel Devez, au prochain plan de rénovation urbaine pour Témir. Enfin bref, Mounian, vous savez, Marie-Laure a été honnête avec vous. Elle vous a dit, lorsqu'elle s'est présentée à vos suffrages en 2014, qu'elle souhaitait le faire sous 2 mandats. Alors très certainement qu'il y a des choses que nous allons accélérer. Il y a des choses qui vous ont peut-être agacé parce que, bien évidemment, tenus par les règles et des dispositions parfois insignifiantes, nous n'avons pas pu avancer sur certains points. Qu'à cela ne tienne. Nous paraît pour avancer pour Cayenne. C'est Mounian Mouka dit une seule bagage. Ne nous trompons pas de défi, ne nous trompons pas de combat. Marie-Laure a lancé un élan avec vous. Ne contrarions pas cet élan. Faisons-le ensemble. À qui autres nous plus fort et à quoi nous avancer. Dernier bête Mounian. Regardez qui moun ka parler pour autres. Chien qui a 4 pattes, il pas qu'à faire 4 chemins. 1 minute 02. Monsieur Mancet, vous avez droit à 1 minute 02 pour conclure. Je dirais simplement que on a vu effectivement des bâtiments sortir de terre, on a vu des coups de peinture, on a vu quelques travaux, mais la qualité de vie sur Cayenne, on a tous vu qu'elle s'est dégradée. Ce que l'on propose aujourd'hui, c'est de revenir aux bases, ce qui empêche les Cayennais de vivre bien chez eux, de mieux penser le pays, de manière à ce que chacun soit fier d'être Cayennais. Il ne s'agit plus de juste faire des travaux pour dire qu'on fait des travaux ou bien d'entendre sans agir. On veut prendre Cayenne en main parce qu'il est temps qu'on nous respecte ici, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des délinquants, que ce soit à tous les niveaux. J'ai envie de voir les Cayennais vivre bien. Maintenant, on a entendu parler depuis des années, on a entendu plein de choses, mais on a vu peu de choses. Nous sommes disposés à faire bouger les choses, tout simplement. Merci Michael Mancet. Bien, je tiens à vous remercier, RDI tient à vous remercier pour votre participation à ces débats qui ont été courtois, comme on l'avait tous souhaité, et qui, j'espère, se poursuivront dans le temps, quelles que soient les positions des uns et des autres. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis sur RDI, sur Facebook. Alors, je rappelle RDI 105 points sur Cayenne et 88.4 sur Kourou. Merci, bonne campagne à tous, et on se revoit, nous, demain soir. Cette fois-ci, ce sont les têtes de liste de Rémire Montjoly. Bonne soirée. Merci. Attends. Est-ce que les micros sont coupés? Est-ce que les micros sont...